le monde occidental aujourd'hui est un monde où sans visa. Et un Français, un Américain va dans presque tous les pays occidentaux sans prendre de visa. Non, et par nature, l'être humain doit se déplacer. C'est un droit fondamental. Donc, pour moi, ça ne devrait pas poser de problème. C'est vrai que chez nous, on a une autre approche de la chose parce que nous avons hérité d'une perception de la diaspora due à nos problèmes politiques. Le premier régime camerounais estimait la diaspora comme étant un vivier d'opposants et donc avait mis en place un certain nombre de lois, de barrières, d'ailleurs qui datent de 72, pour, n'est-ce pas, contenir cette diaspora-là et mieux la maîtriser. Mais aujourd'hui, je pense que ce sont des lois qui nous s'avèrent être complètement d'un autre âge, dans un monde où nous sommes aujourd'hui mélangés. Nous avons des Camerounais, chercheurs, universitaires, sportifs, artistes qui vont dans le monde pour des raisons ou d'autres prennent acquiert de nationalité, même par le mariage. Parce que peut-être ils sont mariés avec d'autres nationalités, ils ont besoin de se sentir aussi intégrés dans ces pays-là, prennent d'autres nationalités et donc forcément, quand il faut revenir au pays pour quelques aspects d'investissement, même des vacances, sont soumis à des questions de visa. Et il faut dire que, par exemple, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent même pas acquérir le pain de terre au Cameroun. Et donc, ça pose problème quand on sait quelle est la part impactante de la diaspora dans nos efforts de développement. À travers les contributions familiales, on sait qu'aujourd'hui la diaspora camerounaise, selon les chiffres de la Banque mondiale, contribue à peu près pour 1000 milliards de francs CFA chaque année dans l'économie. Donc on sait que la diaspora camerounaise, c'est aussi une diaspora d'intellectuels, une diaspora de savants, une diaspora d'investisseurs, et elle serait très bien mieux accueillie si justement le verrou de la nationalité pouvait être levé, et que ces Camerounais pourraient jouir, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'avantages étant dans leur pays, tout comme les autres Camerounais. Ou tout du moins, et nous militons pour cela, qu'il y ait des aménagements quant à l'origine, que ceux qui sont d'origine camerounaise, même s'ils ont acquis une certaine nationalité, aient quand même des facilitations, notamment sur l'exemption de visa pour ceux-là. Et je finirai en disant une chose, faire une petite boutade en pensant à la Coupe du Monde. Vous voyez, finalement, on n'est jamais d'ailleurs. Kylian Mbappé s'est retrouvé dans le match qui n'avait rien à voir avec le Cameroun, avec une députée portugaise qui lui a rappelé qu'il était un Camerounais. Donc, paraguayenne, oui, qui lui a rappelé qu'il est Camerounais. C'est dire que un nom comme Mbappé, c'est un nom qui ramène au Cameroun. Et ce serait très bien et très normal que ce jeune Camerounais de Diebalé soit mieux accueilli quand il vient au Cameroun, qu'il ait la possibilité d'investir dans son pays sans entourage, et que cette formidable diaspora qui produit beaucoup de bonnes choses à l'étranger puisse être encadrée dans son pays et participer à notre effort de développement. De toute façon, aujourd'hui, on estime à peu près à 5 millions les Camerounais qui sont à l'étranger. Si on prend les chiffres qui ont été donnés lors du dernier recensement, il y a à peu près 25 millions de Camerounais. Ça veut dire qu'un cinquième de notre population est désormais à l'étranger et on ne peut pas l'exclure de la réflexion au développement national. D'ailleurs, il faut dire que l'État ou nos institutions font l'effort puisque la diaspora vote. La diaspora vote aux élections présidentielles. Il faudrait qu'on aille plus loin et nous avons plaidé là-dessus en créant comme d'autres pays l'ont fait, des élus de la diaspora dans le cadre de nos différentes institutions. On a plaidé pour le Conseil économique et social en créant un haut conseil de la diaspora qui pourrait permettre de travailler là-dessus. On a parlé de créer des circonscriptions de la diaspora, de notre diaspora, des circonscriptions Europe-Amérique. Nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Nous avons parlé même de la capacité que, par exemple, le Nigeria a eu à mobilisant, ou le Sénégal, les pans de la diaspora. Et le Nigeria récemment a réussi, le Sénégal a réussi à mobiliser en moins de 2 mois presque 400 milliards
de diaspora bond. Donc la diaspora a aidé à financer le pays et c'est possible. Le Nigeria le fait. Donc je crois que si on met en place des mécanismes d'encadrement, de concertation, de dialogue avec notre diaspora, on peut réussir à trouver des mécanismes, n'est-ce pas, pour pouvoir profiter de cette manne-là. Il faut que l'État aille plus loin. Et le président Paul Biya l'avait promis il y a plus de 20 ans, il avait dit que il allait régler le problème de la double nationalité. Il y avait même des concertations qui avaient été menées, même des démarches qui avaient été faites par le ministère des Affaires étrangères, mais ces concertations et ces propositions sont restées lettres mortes. Et quand on demande aux différents responsables, ils disent que les propositions ont été envoyées à la présidence de la République, où on attend simplement que les décisions sortent. Il n'y a que les faux décrets qui sortent. Il faudrait que de bons décrets sortent aussi pour l'avenir de ce pays. Il faut, c'est maintenant et pas demain. Merci Cyril. Alors, professeur Claude Noubissier, nous sommes face à cette situation, la question de la double nationalité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive de temps en temps. Aujourd'hui, on parle de développement et on regarde bien ces jeunes qui, pour la plupart, ont deux nationalités et ont souvent des difficultés à retourner investir dans leur pays d'origine. Oui, quand il faut venir jouer pour l'équipe nationale, cette question est un peu flexible. Parce que la configuration des équipes nationales au jeu d'aujourd'hui, il y en a qui en ont plusieurs. En quoi la double nationalité peut impacter négativement sur le développement d'un pays? Ça dépend des mentalités des gens. Oui. Il y en a qui viennent là, qui investissent, et qui, lorsqu'ils sont confrontés à des questions sérieuses, vont grandir notre nationalité. On a vu ça dans ce pays, on a vu ces cas dans le pays, c'est pourquoi ça devient très compliqué. Vous savez, le développement aujourd'hui, c'est une dynamique, c'est un tout qui impose de conjuguer avec toutes les aptitudes, toutes les compétences. Oui. Alors, si la compétence peut venir d'un Camerounais, qui a une nationalité étrangère et qui voudrait investir au Cameroun, moi je pense que pourquoi ne pas peut-être faciliter l'intervention des Camerounais de la diaspora dans le développement de leur pays. Parce que est-ce que la double nationalité est le levier sur lequel on doit s'appuyer? Moi je pense que quand on prend certains pays dans le monde entier, si on prend les États-Unis ou si on prend la France, à un moment donné, on ne pose plus la question de la nationalité, mais on pose la question de la compétence. Qu'est-ce que tu as pour apporter, pour stimuler le développement de notre pays? Maintenant, le cas de la France, le cas des États-Unis, le cas de plusieurs autres pays montre qu'on n'a pas besoin de la nationalité. Parce que depuis le 31 décembre 1999, à 23h59, on est tous devenus citoyens du monde. C'est-à-dire que le monde est devenu un village planétaire. Logiquement, on devrait, s'il faut capitaliser cette nouvelle dynamique, je suis d'accord avec M. Tiamba, on serait plus en train de parler de visa, s'il est vrai que le monde soit devenu un village planétaire. Mais on sait quand même qu'il y a des pays qui sont plus avancés, qui sont plus développés que d'autres. Si on impose par le visa, certains pays seront extrêmement envahis et encombrés. Bon, on impose le visa juste pour empêcher, pour encadrer l'exode, pour encadrer les migrations, pour encadrer le caractère que nous avons d'abord. On a la base nomade, on aime se déplacer, on aime investir un peu partout. Moi, je pense qu'il faut plutôt penser à comment faire pour capitaliser les compétences des Camerounais qui sont installés à la diaspora, qui constituent notre diaspora. Comment faire pour rendre facile et possible leur action dans notre pays? C'est quand même très dangereux de savoir que tu auras du mal à venir payer une superficie, quelques mètres carrés dans ton pays. C'est quand même bizarre. C'est quand même très très bizarre. Je pense que c'est important d'encadrer. Il faut encadrer, il faut donner certaines, il faut être flexible et être vigilant. Parce que flexible et être vigilant, pourquoi? Parce que beaucoup de Camerounais ont montré qu'ils sont trop malins. Oui. Ils sont trop malins. Quand ils viennent là, ils investissent. Mais quand il y a un problème sur eux, ils vous disent que je suis plus Camerounais. Et ça devient un problème. Ils brandissent leur deuxième nationalité. Ça devient un problème sur eux. Donc, il va falloir encadrer
la double nationalité, il va falloir mettre en place une commission technique et spéciale pour faire des tests de moralité. Et moi, je pense que pourquoi ne pas aller dans une posture que, vous savez, on peut perdre sa nationalité et prendre une autre. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va en avoir plusieurs en étant seul? Parce que logiquement, sur le plan de la définition de la nationalité, c'est difficile déjà. Ça sont dans les... Peut-être c'est pour s'intégrer facilement. Voilà. Et c'est ce qu'a dit M. Tsamba. C'est-à-dire que pour s'intégrer facilement, ils en ont besoin. Parce que moi, j'étais en France, par exemple, pour recruter, on privilégie ceux qui ont la nationalité. On privilégie ceux qui sont français. D'accord. C'est même ici au Cameroun, lorsqu'on ouvre un concours d'intégration au Cameroun, on va dire être de nationalité camerounaise. Beaucoup de personnes butées à cette situation se disent pourquoi ne pas prendre cette nationalité. Mais ceux qui sont restés, ceux qui ont souhaité garder leur nationalité, que nous puissions faciliter leur action, leur participation au développement local à l'intérieur de notre pays. C'est ça qu'il va falloir mettre en place comme ouverture afin que cette diaspora soit considérée, afin que son action soit considérée indépendamment de la double ou de la multiple nationalité. Vous avez certainement dit quelque chose qui retient l'attention de Cyril avant de prendre Paul-Éric. Il a dit 2 fois. J'aimerais apporter un distinguo. C'est vrai qu'on raconte partout que la nationalité étrangère pourrait protéger. Je pourrais vous dire non. Quand vous exercez au Cameroun, vous êtes justiciable des lois camerounaises. Et il y a même des Français que je connais, il y a des gens de nationalité qui sont dans les prisons camerounaises. Si vous êtes condamné à une peine au Cameroun, vous avez purgé votre peine. Maintenant, ceux qui ont essayé des fois de manipuler la loi avec des histoires de nationalité sont rentrés dans le cadre des histoires politiques. Mais je vous dis que si vous êtes de quelle que soit la nationalité que vous avez, vous posez un acte délictuel au Cameroun, vous serez jugé. Et c'est valable en France, aux États-Unis, partout. Et vous êtes condamné. Il y a des Français en prison en Thaïlande, au Maroc. Il y a des Sénégalais en prison au Cameroun. Donc ce n'est pas la nationalité étrangère qui protégerait. Je voulais rappeler ça pour dire qu'ils viennent investir, mais ils ne sont pas au-dessus des lois. Merci. Voilà. Alors, Paul-Éric, nous parlons bien sûr de cette problématique ce matin. Lorsque certains se retrouvent dans un pays étranger qui n'est pas leur pays d'origine, pour s'insérer dans la société de ce côté, pour bénéficier de quelques grâces, ils se retrouvent en train de tout faire pour avoir la nationalité afin de vivre aisément dans ces différents pays-là. Maintenant, lorsqu'ils veulent effectuer un retour dans leur pays d'origine pour également soit investir, soit retourner s'installer définitivement, ils font souvent face à certaines petites difficultés parce qu'aujourd'hui ils se retrouvent avec 2 nationalités. À un moment, lorsqu'ils sont même dans le pays d'accueil, on leur rappelle de temps en temps que vous n'êtes pas chez vous. En fait, en ce qui me concerne, le terme double nationalité ne devrait même pas exister. Le village planétaire n'a pas commencé avec l'an 2000, comme dit le professeur. Le monde a toujours été un village planétaire. Ce sont les dirigeants du monde qui ont voulu confiner les gens dans des espaces clos. Et nous savons tous pourquoi. C'est pour dominer sur les autres. Donc la double nationalité, c'est un verrou qui devait être levé. C'est pourquoi dans le projet de société du PSL, nous avons dit que dès que nous serons au pouvoir, nous allons lever ce verrou. Tout le monde devrait se sentir chez lui, partout se trouve. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des considérations à faire. Ça veut dire que quand quelqu'un est quelque part, il faut tenir compte qu'il est là, qu'il a toujours été là, qu'il a été avant toi. Mais ça ne devait pas être une sorte de barrière qui empêche les gens de se mouvoir à travers le monde. Ça veut dire, comme on parle là, quelqu'un qui est né au Cameroun, a grandi au Cameroun, veut rentrer au Cameroun, parce qu'il a acquis une certaine nationalité. Il acquiert même cette nationalité parce qu'il ne peut pas exercer. Mais s'il était possible qu'en tant que Camerounais, vous arrivez en Côte d'Ivoire, qui est là à côté, vous avez envie d'être enseignant, on lance un concours de recrutement pour les enseignants et qu'on puisse vous recruter, je ne pense pas que les gens seraient obligés de changer de nationalité. Il faudrait que tout simplement, pour parler à ça, il faudrait que nous ayons une nationalité unique dans le monde. Ça veut dire que ça peut être possible. C'est possible, ce n'est que la volonté des politiques. Ça veut dire que si on le veut, on le fait. Maintenant, on encadre ça comme le professeur l'a dit. Il faut juste encadrer ça. Mais on établit Dans cette dimension, nous sommes déjà où il y aura peut-être un problème de préservation des intérêts. Ce sera peut-être un peu trop compliqué. La préservation d'intérêt vient parce qu'il y a État contre État. Si c'était un État pour tous, ça veut dire qu'il y avait un seul État où tout le monde peut se mouvoir. C'est comme le problème
des communautés dont on parle aujourd'hui au Cameroun, on peut faire un parallélisme. En réalité, le Cameroun devrait se sentir chez lui n'importe où il se trouve. Mais sauf que le Cameroun n'est pas encore une nation. Si le Cameroun était une nation, on mettrait en avant la citoyenneté au lieu de la communauté. Et il va falloir au préalable mettre d'abord un État avant de parler de citoyenneté. Dans le cas de la double nationalité, dès qu'on met en place un État unique, ça veut dire que d'autres personnes vont appeler ça un seul ordre gouvernant, mais un État fédéral planétaire. Un État fédéral planétaire, les gens pourront se mouvoir partout, librement, sans problème. C'est cette histoire de confinement ou de balkanisation des États qui cause ce problème. Mais Vianney, comment attendez-vous que vous, en tant qu'être humain, vous voulez aller au Gabon, un être humain vous donne l'autorisation d'entrer là-bas? Vous êtes humain, vous habitez la planète vous appartient à tous. Mais on vous dit qu'un individu, vous devez demander l'autorisation à un individu d'entrer dans cette terre. Ça n'a pas de sens. Mais nous obéissons des lois qui existent avant nous. Nous sommes obligés de faire avec, mais il va falloir penser les changer et l'urgence se fait ressentir. Il va nous falloir des milliards d'années pour arriver à réaliser ce que vous avez en pensé. Mais en réalité, c'est ce qui devait être. En réalité. Mais maintenant, il y a d'autres intérêts qui interviennent. Ça veut dire que le fait d'être puissant, et pour être puissant, il faut qu'il y ait des faits. Alors on le fait sciemment pour garder des communautés, des États dans la pauvreté. Parce que, comme il dit ici, par exemple, le professeur a dit tout à l'heure, si on croit ce monsieur Tchamba qui l'a dit, si on facilitait les visas aux gens, il y a des gens qui iraient dans tous les États développés. Et ça les contraindrait, mais ça devait les contraindre à développer tous les États. Mais en le faisant, on vous empêche d'accéder, ça les permet de vous garder dans votre état de précarité. D'accord. Joseph Marie, nous parlons bien sûr ce matin de la double nationalité et la question développement est au centre de ce débat. Est-ce qu'un pays peut du moins se développer rapidement, facilement, de manière aisée avec des citoyens qui sont en situation de double identité? Imaginez-vous un seul instant, si nous sommes dans un pays comme le Cameroun où chaque citoyen a deux nationalités, est-ce que ça va vraiment être facile pour le développement? Il faut d'abord que je dise aux uns aux autres que nul ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude. Il faut que les gens l'entendent très clairement. Maintenant, il faudrait que nous retournions d'abord dans l'histoire de l'homme, sans plonger un peu dans la philosophie anarchiste que vient de développer mon copanéliste. Il ne faut pas que nous plongions dans l'utopie. Vous parlez là de Paul Éric. De Paul Éric, du PCNR. Il y a là l'anarchie, il y a l'utopie, et les deux ne peuvent pas aller ensemble. Il faudrait bien qu'on soit lucide. L'identité, les nations ont des identités comme les individus ont des identités. L'identité est totalement inhérente, entièrement inhérente à l'individu lié au sol. C'est par là qu'on ressort l'identité. On va voir l'histoire, on va parler du peuple égyptien, on va parler du peuple éthiopien, le peuple de Couche, on va parler d'Israël. Et vous allez bien voir que les gens sont très, très attachés au droit du sol, la terre. C'est la terre qui confère l'identité. La terre qui confère l'identité avec la famille. Vous comprenez un peu? Oui. On ne peut pas dissocier ça. Maintenant, est-ce que ça peut promouvoir la nationalité, peut promouvoir le développement? Oui, la nationalité peut promouvoir le développement. Mais il faudrait que nous soyons tous conscients que, comme les autres parlent, il y a le bien, il y a le mal. Il y a l'homme de bien, il y a l'homme de mal. Aujourd'hui, nous vivons une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que si la problématique de la double nationalité n'est pas effective au Cameroun, personne n'est dupe, même sur ce plateau. Nous savons tous les raisons pour lesquelles le souverain de notre pays tarde à poser sa signature pour valider quelque chose. Il y a des contraintes. Il s'agit pour les enfants de ce pays de croître et d'élever le niveau de conscience en termes de comportement, en termes d'éducation. Vous ne pouvez pas avoir votre chef qui arrive à l'étranger où vous êtes, vous commencez à le pourchasser avec des tomates, vous allez casser votre ambassade et en même temps vous pensez qu'il doit rentrer au pays, il doit rire et jubiler et il vous dit je vous accorde la double nationalité. Non. Il faut qu'on soit lucide. Peut-être le dire ainsi peut choquer certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'on accorde la nationalité aux sportifs? Parce qu'ils sont un atout que personne ne peut nier.
Pourquoi on accorde la nationalité, par exemple, à Idio, le feu président Amadou Idio avait décidé que les femmes qui se marient aux personnes étrangères ne perdent pas leur nationalité, parce qu'il avait vu l'intérêt qu'il y avait. Mais pourquoi est-ce que ceux des nôtres qui vont à l'étranger, et aujourd'hui d'ailleurs il faut le dire, la plupart vont là en salissant le nom du Cameroun, ils vont comme réfugiés politiques. Et ce qui n'est pas vrai, nous le connaissons. Tous ceux qui font les mouvements de la base là, ils n'ont pas de papier, ce sont des sans-papiers. Peut-être le dire ici va choquer, mais c'est des vérités. Alors quand ils le font, ils posent tous ces actes, ils posent ces actes pour leurs intérêts. Ce n'est pas pour l'intérêt du Cameroun, parce que là-bas, ça va leur permettre de vivre. Vous comprenez un peu, on ne va pas les déranger. Nous, dans la presse, on a vu des gens qui nous ont sollicités une fois parce qu'ils voudraient que nous publions des papiers comme quoi ils sont tyrannisés au Cameroun. Bon, chose que moi, personnellement, j'ai jamais accédé parce que j'ai jamais accepté de faire certaines choses dans ma vie. Oui. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, M. Tchamba a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. On ne peut pas refuser à quelqu'un de venir investir dans son pays. Moi, j'en connais plusieurs qui sont même américains, qui ont même perdu leur nationalité. D'autres sont d'autres nationalités, je ne veux pas citer européennes et tout, mais qui viennent au Cameroun librement et qui investissent. Ce n'est pas un frein. Qu'il y ait la double nationalité ou pas, je vous dis que ce n'est pas un frein. Tout est dans le comportement des individus, dans l'éducation. Quand vous venez, le Camerounais vous voit, le dirigeant vous voit, il sait que tu es un apport, tu es un atout, il vous facilite la tâche. Maintenant, il y a d'autres aspects où il y a des contraintes. Je ne vais pas citer les contraintes ici ou bien les hypothèques. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de vie sans hypothèque. Oui. Pour qu'un enfant naisse, il faut que M. Tchamba s'arrange à avoir une femme. Pour qu'il ait cette femme, il doit pouvoir souffrir pour faire la cour à cette femme. Qu'il arrive à convaincre cette femme que je veux faire de toi mon épouse. Et qu'il me démontre à cette femme-là que le bonheur, son bonheur, c'est avec lui. C'est une contrainte. Ça, c'est pour qu'il y ait un enfant. Pour qu'il y ait d'abord mariage. Maintenant, pour qu'il y ait l'enfant, il faut bien quelque chose. Il ne va pas dormir à Paris et la femme dort à Yaoundé et il espère avoir l'enfant. Il faut bien braver la contrainte. Maintenant, quand la femme même est enceinte, il y a une autre contrainte. Il faut qu'elle soit bien et tout, prier son Dieu, être bien sur le plan scientifique, médical, pour qu'elle accouche aisément. C'est une contrainte. La vie est faite de contraintes. Il faut braver les contraintes. Quand on est enfant de Dieu, on doit être sûr que quand on a Dieu, on aura la victoire. Vous comprenez un peu. Mais les combats ne manqueront pas. Après la double nationalité, il y aura un autre sujet. Vous comprenez un peu. Mais les Camerounais doivent pouvoir s'élever dans leur niveau de conscience, changer leur comportement. Et nous savons aussi que, avec les problèmes politiques, il y a toujours cette façon de regarder là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ainsi de suite. Mais on est d'abord Camerounais. Pour preuve, nous venions de parler d'une problématique, c'est que la dénonciation du jour, Alain Douk nous a posé une problématique qui est entêtante, qui est viscérale, qui est choquante. Mais est-ce qu'on a exclu ces gens de leur famille? Ces sorciers-là sont là. Ils appartiennent à leur famille. Comme pas pour dire aux Camerounais, aux dirigeants camerounais que nos enfants, nos fils, nos frères sont à l'étranger, bien qu'ils soient mauvais. Ils sont Camerounais. On ne peut pas leur refuser. On va faire comment? Mais maintenant, il y a des manières de faire. Et la justice est là. Il faut que nous avancions vers l'éducation des peuples. Qu'est-ce qu'on fait pour le peuple camerounais, pour un Camerounais lorsqu'il veut partir à l'étranger? Même ceux qui vont par le biais qu'à l'époque, on avait les bourses et consorts. Moi, je connais des États où les souverains ou les chefs d'État, les empereurs comme Mobutu au Japon, causaient avec les Japonais, les jeunes Japonais qui l'envoyaient aux États-Unis, ils leur disaient ce qu'ils partaient faire. Vous comprenez un peu? Mais chez nous, on laisse les gens partir comme ça. Non, ça ne peut pas marcher. Celui qui va à l'étranger est un conquérant. C'est un explorateur. Vous comprenez? Vous mettez un accent sur l'encadrement de la sur l'encadrement. Qu'est-ce qu'on met comme puce dans la tête de ceux qui vont à l'étranger? Si vous envoyez vos enfants comme ça à l'étranger, on peut les retourner contre vous. Mais si vous leur dites, écoutez, allez, cherchez la technologie, cherchez le savoir, quel que soit ce qui arrive, revenez investir, car l'avenir c'est ici. C'est ici qu'il faut prendre l'essor. Les Chinois ont imité. Aujourd'hui, nous voyons bien la Chine qui est l'usine du monde. Mais Joseph Marie, la plupart de ceux qui partent vous diront qu'ils partent parce que c'est dur. On partira toujours pour une raison. Il y a toujours une raison qui nous amène à partir. Mais Dieu a toujours consacré le mouvement. Je vous avais dit la dernière fois ici, quand vous regardez le déplacement d'Abraham de son pays d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan, Dieu lui dit,
C'est la même manière que chacun a une destinée. Et Dieu a donné à chacun de nous un point de chute où il doit prospérer. Vous comprenez un peu. Le mouvement est naturel. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain Douk ici. Qui vous dit que Alain Douk ne sera pas américain demain? Rien ne le dit. Mais chacun a une destinée. C'est ainsi. Je ne suis pas sûr qu'il a déjà ça en idée. Nous avons vu la Coupe du Monde l'autre jour. Lorsque vous regardez une équipe comme celle du Canada, je n'ai vu aucun blanc dans l'équipe du Canada, en dehors du gardien de but. Aucun. Mais vous regardiez bien des gens qui avaient la face de M. Cyril Chamba, de Noubissier, de Cyril Dupé, ainsi de suite. Mais tous, vous reconnaissiez que voilà vos frères. Mais on fait comment? Mais ils sont canadiens. Vous comprenez un peu. Et puis, il faudrait qu'on se dise une vérité. On ne peut, quels que soient les milliers de kilomètres qu'on peut faire partant de son village, on se souvient toujours de son village. Et ce serait une peine. Et c'est toujours une peine et une douleur qu'on ne soit pas capable de revenir dans son village. Vous comprenez un peu. Il y en a qui, à peine partis, commencent à demander à leurs frères comment on appelle la mangue en leur langue. Le mot, c'est ce et ils disent que grand-mère a grandi. On sait ce que c'est. Petit appel vidéo, à grand-mère, tu as grandi. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'éducation. Merci beaucoup. Alain Douk, double nationalité, atout pour le développement. La question, je vous la pose. C'est un atout indéniable. Je commence par répondre, puis je vais expliquer. Tout se trouve dans les éléments de langage. Dans les éléments de langage, j'ai entendu répéter par plusieurs fois de la part de mon aîné, Diamant, souverain, souverain, ça s'est répété plusieurs fois. Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas dans un royaume. Peut-être que dans la casuistique, ou devrais-je dire pragmatiquement, ça donne l'impression que c'est ça. Mais dans le principe, nous ne sommes pas dans un royaume, nous sommes en république. Maintenant, dans les éléments de langage aussi, il est revenu plusieurs fois. La basse. Mais écoutez, au terme du propos, on a l'impression que la diaspora du Cameroun se limite à ces groupuscules de dissidence. C'est incroyable. Si j'étais de la diaspora, je me sentirais vraiment heurté par ce que je viens d'entendre. À chaque fois qu'on a parlé de la diaspora, dans les propos de mon aîné Diamant, non, la base, les gens qui font le désordre et tout, ce n'est pas ça la diaspora camerounaise. Ça, c'est un phénomène périphérique. Ça, c'est un phénomène marginal qui ne représente rien par rapport à la force que représente la diaspora, au sérieux que représente la diaspora camerounaise, et d'ailleurs dans tous les domaines. Et je l'ai toujours dit sur ce plateau, quand vous allez consulter des papiers de recherche écrits sur le sujet, au sujet de la diaspora africaine, vous allez vous rendre compte que dans la triade, le peloton de tête, vous retrouvez la diaspora camerounaise dans une posture d'encensement. Personne ne recuse cela. Elle est hautement qualifiée, elle est brave, elle est dynamique. Donc on ne peut pas venir sur un plateau, on parle de la diaspora et on la réduit au petit mouvement d'humeur de la basse. Et encore que la basse, est-ce que vraiment tous sont en position irrégulière? Comment vous faites pour faire une manifestation là, hein, dans les rues de Belgique, patati patata, quand vous êtes en posture d'irrégularité? Donc vous venez vous jeter dans la gueule du loup, non? C'est pour qu'on vous rapatrie très, très rapidement. Hein? Donc ça veut dire que tout le monde là-bas n'est pas forcément en situation d'irrégularité. Ça c'est un fait. Bien. Maintenant, ne prenons pas les phénomènes périphériques, marginaux et épingler la diaspora pour ces choses. Non, on a une diaspora et elle contribue, elle peut faire mieux si on lui donne des raisons de faire davantage. On ne peut pas parler ainsi de la diaspora en occultant nos propres responsabilités et turpitudes gouvernantes. Parce que quand elle aussi l'ouvre grand pour dire ce qu'elle reproche à leur faire rester au pays, ben vous voyez que le chapelet des griefs, on ne peut pas finir de l'égrener. Donc, soyons vraiment dans l'impartialité. Ne prenons pas de parti pris. Moi, je ne veux pas prendre de parti pris. Oui. Maintenant, les transferts de capitaux, imaginez, on sait déjà que la diaspora le fait. On est d'accord. Vous imaginez, les transferts de compétences et de technologies, bah, quand vous êtes en situation de binationalité, vous savez que ce que vous acquérez là-bas comme compétences et tout, vous positionnez dans les plus hautes sphères. Parce que justement, de l'autre côté aussi, on ne va pas vous mettre jusqu'à un certain niveau de responsabilité parfois, si on ne s'est pas rassuré que vous avez pris la nationalité en question. Or, le fait aussi donc que vous ayez pris cette nationalité et que vous soyez à un tel niveau de responsabilité, vous met dans une posture d'intelligence où vous pourrez profiter donc du type
et du niveau d'information qui est là-bas pour le bénéfice du développement dans votre patrie d'origine. Donc, il y a cet avantage. Sauf qu'on peut nuancer aussi. Ça pose pour ceux qui sont un tout petit peu sceptiques ou rétifs par rapport à la binationalité, ça pose un problème d'allégeance. Parce que parfois aussi, à un certain niveau de... Oui, non, on ne peut pas ignorer les problèmes. Parce qu'il y a des positions de décision dans l'architecture politique et administrative du pays qui fait que, qui impose que si vous arrivez à un tel niveau de responsabilité, il faut qu'on se rassure que vous êtes dans une posture d'allégeance totale à la nation. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est qui est partagé sur le plan de l'allégeance, vous allez être possiblement une top, qui allait, vous imaginez un ministère aussi sensible que la défense. Si on commence à fuiter un certain nombre d'informations parce qu'on a mis quelqu'un là qui a une double nationalité mais qui n'est pas très ancré dans sa loyauté au pays. Oui, justement, ça pose des problèmes de souveraineté. Il n'y a pas de top là parce qu'ils n'ont pas de nationalité. Non, mais on ne peut pas ignorer cet aspect. Déjà, même sans double nationalité, il y a les gens qui font ça, qui sont des tops et qui font fuiter des informations et tout ça. Mais je dis, dans l'analyse, on ne peut pas ignorer le fait. Bien maintenant, les binationaux en soi, par leur double nationalité, sont déjà de facto des ambassadeurs liés à deux écosystèmes. Et lorsqu'ils maîtrisent les deux écosystèmes en question, ils maîtrisent donc deux réseaux aussi. Ils savent, notamment sur le plan du tourisme, comment vendre le pays, de telle sorte que voilà, il y a un important flux. De visiteurs qui vont ramener des devises pour le pays, etc. Et c'est vrai que ça va aussi dans les deux sens. Ils sauront donc tirer le meilleur qu'il y a dans le pays d'accueil pour faire en profiter le pays d'origine et créer des opportunités qui permettent aussi du mieux à leur pays d'accueil, possiblement aussi, d'être dans un lien de diplomatie, et de diplomatie culturelle, politique avec leur pays d'origine. Donc il y a tous ces aspects dont on peut profiter. Et on n'ignore pas déjà ce que les gars de la diaspora font sur le moment, même sans la problématique de la double nationalité. Tous les biens immobiliers, on le dit ici fréquemment, tous les biens, le plus clair des biens immobiliers que nous avons au niveau du pays, on sait qu'en dépit de toutes les frustrations, c'est à eux la plupart du temps qu'on doit cela. Ils font beaucoup d'investissements en ce sens. Ils sont énervés, ils sont frustrés, ils l'ont démontré notamment au travers de leur intention de vote, du suffrage exprimé au cours de la dernière consultation électorale, mais on voit quand même comment il y a une contribution de l'ordre de 2, ou je sais pas, de 3, certaines informations statistiques parlent de 3 à 4% de contribution dans le PIB, au travers des différents transferts de fonds qu'ils envoient ici au niveau du pays. Et en dépit des frustrations, on voit quand même une volonté de s'impliquer maintenant. Il faut simplement être à l'écoute. Et où je ne suis pas d'accord, je sors par là, c'est de dire que parce qu'on a mis quelqu'un, n'oublions pas ça, moi je vais toujours le répéter, au risque d'être impopulaire, on n'est pas dans une suzeraineté ici. C'est-à-dire que, en fait, c'est le peuple qui est suzerain, c'est le peuple souverain. Comme le peuple ne peut pas parler à tout le moment et pour tous les sujets en même temps, on choisit des représentants ou un représentant pour parler en votre nom. Il est votre serviteur, il n'est pas votre seigneur. Voilà les confusions que nous créons dans l'esprit des gens. C'est un serviteur, il doit être à l'écoute, il doit être au service des masses. Donc, dès qu'il est dans cette position, il sait qu'il travaille pour le bien des Camerounais, du présent et du futur. Alors, si des gens donc qui sont capables de changer la trajectoire économique, technologique, technique, sociale d'un pays pour les futures années, sur des décades, au travers de leur contribution, tant sur le plan intellectuel que financier, logistique, etc. Vous, parce que vous subissez une frustration, dites-vous, en tant qu'homme politique ou homme d'État, vous dites que non, vous allez mettre en suspens l'avenir du pays en raison de ces frustrations d'ordre politique, parce qu'il y a quelques personnes agitées qui font du désordre, etc. Prenez même ça, prenez même l'image d'un père de famille. Vous êtes à la maison parce qu'il y a un enfant têtu qui est indiscipliné. Vous en faites porter la responsabilité à toute la maison
Je pense pas que ce serait justice D'accord. de procéder ainsi. Donc, un homme politique aussi doit savoir surmonter un certain nombre de choses. Hein, et avoir une vision qui est telle qu'il regarde le bon parti. Il regarde ce que tout le monde, au final, va gagner au détriment même de sa propre personne ou de ses propres intérêts. Mais le problème, donc, c'est ça. Il faut être un homme d'État et non un politicien stricto sensu.